j'aimerais, Madame Théry, vous demander, finalement, vous avez déjà évoqué un peu la question tout à l'heure, mais de nous parler mieux de ces revendications qui font donc de minorités, mais qui font apparaître des lacunes profondes dans la logique de nos droits. Et je pense évidemment à tous ces débats qui ont eu lieu il y a 2 ans, 3 ans, en 2012-2013, lorsqu'il a fallu redéfinir ce qu'on appelle après le mariage pour tous, le débat autour du mariage pour tous. Oui, alors, je crois qu'on commence à voir un tableau contrasté de la situation du droit familial au Japon et en France. Et maintenant, à propos des lacunes du mariage, ce contraste va peut-être s'accentuer. En effet, vous le savez peut-être, la loi du 17 mai 2013 a institué en France 2 choses, le mariage pour les couples de même sexe et le droit à l'adoption pour ces couples, dès lors qu'ils sont mariés. Bien que les sondages révèlent que l'opinion française a toujours été très majoritairement favorable à cette loi, autour de 65% des Français étaient favorables, il y a eu pourtant un grand mouvement d'opposition qui s'est traduit par de grandes manifestations de rue rassemblant des centaines de milliers de personnes, des manifestations qui ont été organisées principalement par l'Église catholique pour manifester son opposition farouche à cette réforme. Je voudrais souligner le fait que quand on s'intéressait aux raisons qui étaient données à cette opposition, la raison principale qui était donnée n'était pas l'hostilité à l'égard de l'homosexualité, même si nous avons entendu pendant ces années-là, cette période-là, beaucoup de formules très homophobes. Et pourtant, les manifestants disaient « Nous n'avons rien contre les homosexuels. Notre problème, c'est qu'avec cette loi, on va ne plus faire de différence entre les sexes. » Le problème, c'était celui-là. Le débat a été, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'un homme, c'est comme une femme, qu'il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus de mari, il n'y aura plus d'épouse, il n'y aura plus de père, il n'y aura plus de mère. Il y aura du parent A et du parent B. Voilà l'inquiétude qu'avaient les gens. Qu'est-ce qui allait rester de la distinction entre un homme et une femme? Et cette inquiétude a été exploitée, on peut dire, de façon très forte, en particulier par les religieux, qui étaient hostiles à l'idée de changer la définition du droit. Alors, le point important que je voudrais souligner pour commencer, c'est qu'il y a eu à l'évidence un malentendu entre les opposants et la loi. Il n'a jamais été question dans la nouvelle loi de supprimer la référence au sexe. Il s'agissait simplement de redéployer, on peut dire, la distinction masculin-féminin pour inclure dans le mariage et l'adoption non seulement les relations de sexe opposé, qui ont toujours évidemment été là, mais aussi les relations de même sexe. Donc depuis qu'il y a la nouvelle loi, il n'y a pas de suppression en droit de la référence au sexe, ni au genre. Nous avons des couples formés d'un époux et d'une épouse, des couples formés de 2 époux et des couples formés de 2 épouses. Nous avons, par l'adoption, des enfants qui ont un père et une mère, des enfants qui ont 2 mères et des enfants qui ont 2 pères. Vous voyez qu'on n'a rien effacé, on a ajouté. Autrefois, les mariés étaient toujours un époux et une épouse, il y a maintenant 2 cas de plus. Autrefois, les adoptants étaient un père et une mère, on a aujourd'hui 2 cas de plus. Donc on a élargi, mais on n'a rien effacé. Là, le débat qu'il aurait fallu avoir n'est pas celui qui a eu lieu. Le débat qu'il aurait fallu avoir, c'est comment se fait-il que le mariage,
qui a toujours dans le passé été défini comme l'union d'un homme et d'une femme, comment peut-il changer de définition pour devenir l'union de deux femmes ou de deux hommes? Il y a eu un véritable, on peut dire, déficit dans la pédagogie de la loi, c'est-à-dire que le gouvernement français s'est très peu expliqué sur ce changement. C'est pour ça que je voudrais prendre le temps justement de cette explication. Pour arriver à comprendre cette nouvelle définition du mariage, il faut revenir encore une fois un petit peu en arrière. Pourquoi est-ce que autrefois il était évident pour tout le monde que le mariage était forcément l'union d'un homme et d'une femme? Pourquoi, au fond? La raison, elle est que le cœur du mariage, je l'ai un petit peu évoqué déjà tout à l'heure, ça n'était pas simplement de rendre officiels des couples. La fonction majeure du mariage traditionnel, c'était de donner un père aux enfants que les femmes mettent au monde. Il y a une asymétrie entre la mère qui accouche et le père qui est, comme on dit, incertain. Qui est le père de cet enfant? Le mariage venait donner une certitude à la place de cette incertitude. On disait, le père, c'est celui que les noces désignent. Le père, c'est le mari de la mère. Donc, le doyen Jean Carbonnier, qui est un des juristes les plus connus de droit de la famille, a eu cette formule célèbre, le cœur du mariage, donc du mariage traditionnel, ce n'est pas le couple, c'est la présomption de paternité. Et on le comprend bien, si on se reporte en arrière, les enfants qui naissaient dans les mariages avaient toujours un père, le mari de leur mère. Les enfants, en revanche, qui naissaient hors du mariage, n'avaient pas de père, puisque ces hommes-là étaient protégés par l'interdiction de recherche en paternité. Donc imaginez bien deux situations. En mariage, le mariage donne un père aux enfants. En dehors du mariage, et donc en mariage, présomption de paternité. En dehors du mariage, interdiction de recherche en paternité. Les enfants n'ont pas de père. Donc, aujourd'hui, la filiation ne repose plus sur le socle du mariage. Depuis 1972, elle est commune à tous, indépendante du fait que les parents soient mariés ou non mariés, unis ou séparés. Ce n'est plus le mariage qui fait le père. On l'a dit tout à l'heure, plus de la moitié des enfants français naissent de parents non mariés. Ce qui fait le père, c'est la filiation. Et la filiation ne dépend plus du mariage. Alors, quelle est la définition aujourd'hui du mariage? Eh bien, il me semble qu'avec cette évolution, on peut changer la formule du doyen Carbonnier. Il disait, le cœur du mariage, ce n'est pas le couple, c'est la présomption de paternité. Aujourd'hui, il faudrait dire, le cœur du mariage, ce n'est plus la présomption de paternité, c'est le couple. On a d'un côté la filiation qui fait des pères, mariés ou pas mariés, et de l'autre, pourquoi est-ce qu'on choisit de se marier? Pour le couple. À partir du moment où on comprend ce changement du sens du mariage, on choisit de se marier pour son couple, plus pour ses enfants, puisque tous les enfants français ont les mêmes droits, peu importe que leurs parents soient mariés ou pas, c'est pareil. Et même en droit français, on a supprimé la différence entre filiation légitime et naturelle. Ça n'existe plus. Alors, du coup, comment ne pas voir qu'en 1999, au moment où en France on a créé le PACS, pour répondre au problème des homosexuels frappés par le sida, à ce moment-là, on a reconnu en droit français, pour la première fois de l'histoire, le couple de même sexe. Jusqu'en 1999, jamais
depuis l'aube des temps, il y avait eu en droit français un couple de même sexe. Grâce au Pax, la société française dit, eh bien le couple, ça pourrait être aussi le lien de deux hommes ou de deux femmes. On a fait à ce moment-là un pas symbolique très important qui a sur le moment suscité beaucoup de débats, mais aujourd'hui la société française est unanime. Personne ne demande de revenir en arrière. Et même au moment des débats les plus virulents sur le mariage homosexuel, personne n'a remis cela en question. Dès lors que le couple de même sexe est reconnu en droit français, pourquoi refuser le mariage? Cela est apparu comme une discrimination entre les couples selon qu'ils sont de sexes différents ou de même sexe. C'est donc l'histoire longue du mariage civil qui permet de comprendre le changement. C'est parce que le mariage avait déjà changé, qu'il était déjà devenu l'institution d'un couple, qu'il a été possible de penser qu'un couple de même sexe pourrait se marier. Désormais, donc, les homosexuels ont le choix entre trois possibilités qui coexistent de façon très paisible, comme je l'ai dit tout à l'heure: l'union libre, le Pax, le mariage. Dans ce contexte, pourquoi est-ce qu'ils choisissent le mariage? Ça, c'est intéressant. C'est que la cérémonie civile, c'est un mariage civil, on n'a rien dit sur le mariage religieux. En France, le mariage civil et le mariage religieux sont séparés. On ne parlait que du mariage civil. La cérémonie en mairie a retrouvé une fonction symbolique très valorisée, qui est que, à cette occasion, la société française honore le couple qui vient s'engager civilement. Dans les mairies en France, la plus belle salle, c'est la salle des mariages. Elle montre que nous sommes très attachés à ce mariage civil qui a été créé par la Révolution française pour mettre fin aux guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Et donc, vous comprenez bien que l'enjeu, il n'était pas simplement d'avoir les mêmes droits. C'était important d'avoir les mêmes droits. Mais si on avait donné les mêmes droits, sans donner le même honneur, la même reconnaissance, et donc sans donner le mot mariage, la salle des mariages, la réunion avec la famille, les parents, les amis, sur leurs plus beaux vêtements, si on n'avait pas mis tout redonné tout ce rite républicain, on n'aurait pas dit l'essentiel, qui est qu'aujourd'hui, la société française a véritablement intégré le couple homosexuel au cœur des institutions de la famille. Donc c'est ça le changement, c'est pas simplement un changement de droit, c'est un changement symbolique. À la limite, les opposants auraient bien voulu, pour certains d'entre eux, aller jusque-là. Certains ne voulaient pas. Certains voulaient bien les droits, mais pas la salle des mariages. Ils voulaient bien la pitié pour les homosexuels, mais pas la dignité. Ils voulaient maintenir une petite différence, comme du sel sur une plaie, pour qu'on sente bien que ce n'était pas aussi bien. Mais beaucoup étaient d'accord d'aller jusque-là. Le point qui a fait le plus de débats, à la limite, ça n'est pas le mariage, c'est le fait qu'avec le mariage, il y a la filiation. Et c'est sur la filiation qu'en fait, l'essentiel des débats ont eu lieu et continuent encore aujourd'hui. On peut dire, concernant le couple, la situation est admise en France. Concernant les enfants, elle ne l'est pas. Et donc, la lacune, en fait, du droit du mariage, et du droit, elle porte sur la filiation de même sexe.
Alors, quelle est la situation sur cette filiation? Je vais reprendre à partir de la question, qui est un titre, quels ont été les griefs qui ont été exprimés sur la filiation par les opposants au mariage pour tous? Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas de l'adoption ou de la procréation médicalement assistée? Parce qu'ils disaient, on va mentir aux enfants. Et donc, c'est cette question que je voudrais essayer de déployer devant vous. D'abord, je voudrais souligner quelque chose, c'est que l'évolution de l'attitude des personnes homosexuelles elles-mêmes est en lien direct avec l'évolution du mariage et de la filiation depuis le début du XXe siècle. On peut dire qu'il y a 3 moments. Autrefois, eh bien, le mariage était pour les homosexuels, comme pour tout le monde, l'institution de la paternité. Donc, se marier était le moyen pour les homosexuels qui ne sont pas stériles, qui ne sont pas insensibles aux joies de la maternité ou de la paternité, qui ne sont pas indifférents aux responsabilités de la filiation, de la transmission. Donc se marier, c'était le moyen d'avoir des enfants en épousant une personne de l'autre sexe. Donc à cette période-là, la plupart des homosexuels se mariaient avec une personne de l'autre sexe et le prix à payer pour avoir des enfants, eh bien c'était la double vie, la vie familiale avec les enfants, la famille, et la vie homosexuelle clandestine. Ça, c'est le passé. Dans les années 1970, se produit ce qu'on a appelé la sortie du placard. Je ne sais pas si on emploie ce terme en japonais. Coming out of the closet. La sortie du placard. Au nom de l'authenticité, du courage d'être soi, et aussi pour faire reconnaître que l'homosexualité n'est ni une pathologie ni un péché, de nombreux homosexuels de ma génération ont refusé de se cacher, ont assumé publiquement leur homosexualité dans leur entourage familial, à l'égard de leurs parents, de leurs amis, moins souvent de leurs employeurs, mais au moins de leurs parents, de leurs amis. Pour ma génération, ce choix a souvent été intériorisé par les homosexuels comme le fait qu'il allait les obliger à rester sans enfants. Vous voyez, on disait, si je m'affiche, si je vis ma vie d'homosexuel, alors je n'aurai pas d'enfants. Ceux qui ont des enfants, c'est ceux qui cachent qu'ils sont homosexuels. Donc, deuxième temps, une homosexualité affichée, mais pas d'enfants. Mais cette situation n'était pas durable. Et elle n'a pas duré. Le désir de paternité, de maternité, que les homosexuels de ma génération avaient été obligés de refouler, s'est réaffirmé dès la génération suivante. Et cela, c'est vrai en France, mais dans de très nombreux pays démocratiques. Et cette nouvelle génération a apporté un enjeu nouveau, qui est d'avoir tout, pouvoir vivre sans cacher son homosexualité, pouvoir vivre en couple homosexuel, tout en élevant des enfants. La question est de savoir quel va être justement le lien entre les adultes qui vivent ensemble en couple homosexuel et les enfants qu'ils élèvent. Ces enfants auront alors 2 pères ou 2 mères. Et cette situation nous oblige à préciser le sens des mots père ou mère, parent. En effet, la revendication homoparentale éclaire un point obscur du droit français de la filiation. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons hérité d'un modèle matrimonial
dont l'idéal était un seul père, une seule mère, pas un de moins, pas un de plus. Chacun des deux parents devait être le géniteur de l'enfant. Et s'il ne l'était pas, on faisait comme si. Un tel modèle est mis en difficulté dans les cas où il y a plus qu'un homme et une femme dans la conception ou la vie d'un enfant. Puisqu'il faut un seul père, une seule mère. C'est le cas en particulier de l'adoption, où il y a les parents de naissance et les parents adoptifs, et de l'assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur, où il y a les donneurs et les parents. Alors, qu'est-ce qu'a fait le droit français dans ces cas-là? Eh bien, il a organisé l'adoption et l'assistance médicale à la procréation, il les a organisés comme des mimes de la procréation. Et pour réussir ce tour de force, on a tout simplement effacé en droit les personnages en trop, afin que la famille adoptive ou la famille issue de l'AMP, avec tiers donneur, passe pour des familles fondées sur la procréation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, à partir de 1966 sur l'adoption plénière? On a tout fait pour effacer l'histoire antérieure de l'enfant. Pendant longtemps, les parents adoptifs ne disaient pas à leurs enfants qu'ils avaient été adoptés. Dans l'état civil, on effaçait l'acte de naissance d'origine et on le remplaçait par un nouvel acte de naissance. Jusque récemment, sur le livret de famille, l'enfant adopté était dit né de ses parents adoptifs. Et souvent, c'est uniquement au moment de se marier, en allant chercher son état civil complet, que l'enfant découvrait qu'il avait été adopté. Donc, vous voyez le poids de ce modèle procréatif sur l'adoption. Alors, dans l'assistance médicale à la procréation, j'en parlerai tout à l'heure, on est allé encore plus loin, puisque l'enfant ne peut même pas savoir, même quand il va chercher son état civil complet, qu'il est né d'un don. On lui fait croire qu'il est né de son parent stérile, que son parent stérile est son géniteur. On a recours au don et on le cache. L'homoparentalité est évidemment un révélateur de cette situation. Quand deux hommes adoptent un enfant, ils ne peuvent pas se faire passer pour ceux qui ont procréé l'enfant. Quand deux femmes ont recours à une procréation médicalement assistée avec un don de sperme, elles ne peuvent pas dire qu'elles ont procréé l'enfant toutes les deux. Eh bien, ici s'est situé un incroyable paradoxe du débat français que nous avons eu en 2013. Les couples homosexuels ne sont jamais tentés de mentir aux enfants en se faisant passer pour des géniteurs quand ils ne le sont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « nous t'avons adopté » ou ils disent, par exemple, un couple lesbien, les femmes disent « un gentil monsieur a donné sa petite graine pour que tu puisses venir au monde ». Donc ces couples ne mentent jamais. Et pourtant, c'est exactement l'accusation qui a été portée contre elles et contre eux. Les milliers de manifestants contre le mariage pour tous ont dit « on ne doit pas mentir aux enfants ». Si l'enfant a deux mères, s'il a deux pères, on lui fera croire qu'on peut naître de deux femmes ou de deux hommes. Alors c'est assez compliqué cette situation. Si on veut aller jusqu'au fond du problème, vous voyez, ce qu'il faudrait, ça n'est pas, comment dire, on accuse les homosexuels de mentir quand ils ne mentent pas, alors que ce qu'il faudrait, c'est se demander pourquoi le droit actuel
oblige les hétérosexuels à mentir et pourquoi le droit lui-même ment. Puisque c'est le droit actuel qui fait passer des parents qui ne sont pas les géniteurs pour les géniteurs qui ne sont pas. Alors le problème qui est derrière ça, c'est tout simplement d'apprendre à mieux distinguer, c'est ma dernière page, les concepts de géniteur et de parent. Ça n'a pas le même sens d'être un géniteur et un parent. Et nous rendre compte que dans les cas où l'enfant a des géniteurs et des parents qui ne sont pas les mêmes, eh bien, on devrait arrêter de faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Si nous acceptions, et de même il n'est pas acceptable d'effacer les géniteurs pour rassurer les parents. C'est donc, il faudrait passer du modèle un seul père, une seule mère, pas un de moins, pas un de plus, à l'idée qu'il y a des cas où il y a plus qu'un père et une mère dans la vie d'un enfant. Il y a aussi des parents de naissance, il y a aussi des donneurs de sperme, des donneuses d'ovocytes. C'est ce qui reste en suspens aujourd'hui, mais vous voyez, on peut résumer la situation ainsi. On a accusé les homosexuels de vouloir de quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire, au lieu de considérer qu'ils révélaient, en quelque sorte, un problème qui est le problème du droit commun, qui devrait aujourd'hui cesser de maquiller l'adoption et la procréation assistée en une fausse procréation du couple. Alors, pour terminer, ce qu'a fait la réforme de 2013, donc, elle a institué le mariage de même sexe, elle a permis l'adoption par un couple de même sexe marié, donc maintenant c'est un pas symbolique, effectivement un enfant adopté par un couple marié de même sexe pourra avoir deux pères ou deux mères, donc c'est un changement symbolique important. Elle a également permis l'adoption de l'enfant du conjoint. Si une femme est mariée avec une femme qui a déjà un enfant, elle peut adopter cet enfant. Qu'est-ce qui reste en suspens? 5 choses. Ce qui reste en suspens, qui n'est pas réglé, c'est d'abord qu'en France, pour adopter comme couple, il faut être marié. Donc première chose, est-ce qu'on ne devrait pas permettre l'adoption aux couples non mariés, qui bizarrement n'existe pas, alors que, on l'a dit, la moitié des enfants naissent de parents non mariés. Par contre, pour adopter, il faut être marié. On pourrait enlever cette condition. Une deuxième chose qui reste en suspens, est-ce que la procréation médicalement assistée va être permise pour les couples de femmes? J'en parlerai tout à l'heure. Une troisième chose qui reste en suspens, est-ce que les couples français, homosexuels et hétérosexuels, vont avoir accès à la gestation pour autrui, qui est aujourd'hui interdite en France, alors qu'elle est permise dans des pays étrangers. Ce qui amène à la 5e question. Quand des couples français vont faire des gestations pour autrui à l'étranger, actuellement, la filiation, ils vont dans des pays où c'est légal, par exemple aux États-Unis, au Canada, etc. Dans ces pays, une filiation est établie, puisque c'est légal, mais cette filiation n'est pas transcrite en droit français. Le droit français ne la reconnaît pas. Donc, il y a un débat sur est-ce qu'on ne devrait pas permettre cette reconnaissance. Et la dernière question qui reste en suspens, c'est lorsque c'est des enfants, justement dans cette évolution pour sortir des modèles de mensonges institutionnels, est-ce qu'on ne devrait pas permettre à tous les enfants adoptés ou nés par une procréation avec un don de connaître leurs origines? Connaître leurs origines, ça ne veut pas dire transformer les personnes qui leur ont permis de naître en parents. Leurs parents, c'est ceux qui s'en occupent.
c'est ceux qui ont avec eux un lien de filiation. Mais est-ce que ça oblige à effacer les autres personnages de leur histoire? Ils sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils aimeraient les connaître, même s'ils ne souhaitent pas les transformer en parents. Et c'est donc un débat ouvert.